Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Fradj. On va aborder aujourd'hui un cours qui est très important en hématologie, c'est la leucémie aiguë ou les leucémies aiguës. Pourquoi en pluriel? Parce qu'il y a plusieurs types, d'accord, myéloïdes, lymphoïdes, etc. Donc, les leucémies aiguës. J'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, c'est surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez toujours le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est parti. Alors tout d'abord, comme généralité, il faut faire la différence, d'accord, entre les différentes hémopathies bénignes, entre les différentes hémopathies malignes, d'accord, et faire la différence entre leucémie aiguë et leucémie chronique, d'accord. Donc, tout simplement, les hémopathies malignes, tout simplement, c'est une prolifération maligne de cellules, d'accord. Donc, cette prolifération peut être leucémique si elle prend comme origine la moelle osseuse. Donc, si les cellules qui prolifèrent de façon maligne se trouvent au niveau de la moelle, d'accord, ils ont comme origine la moelle osseuse, d'accord, on les appelle leucémies, d'accord. Il faut bien garder ça en tête. Et si l'origine des cellules qui prolifèrent de façon maligne, c'est les organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire soit la rate, soit généralement les ganglions lymphatiques, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, là, on ne les appelle pas leucémies, mais au contraire, on les appelle lymphomes parce qu'ils prennent comme origine les organes lymphoïdes périphériques. Et vous savez que les organes lymphoïdes périphériques, ils sont riches en lymphocytes, soit D, que ce soit B. D'accord? Là, on ne les appelle pas leucémies parce qu'ils ne prennent pas comme origine la moelle osseuse. Donc, on les appelle lymphomes tout simplement. D'accord? Très bien. Le premier point à retenir. Le deuxième point, ce qu'il faut savoir, je préfère revenir à la planche précédente. Donc, dans les leucémies, on a deux types. La leucémie aiguë et la leucémie chronique. D'accord? Alors, pour faire la différence entre leucémie aiguë et leucémie chronique, je préfère utiliser un schéma pour que vous compreniez mieux. Alors là, il existe, comme on a déjà dit dans plein de cours précédentes en hématologie, qu'il y a une cellule souche mère hématopoïétique multipotente, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de s'auto-renouveler et de générer toutes les cellules figurées du sang. D'accord? Elle se trouve au niveau de la moelle osseuse. Et bien, cette cellule, elle va donner un progéniteur. Là, il y a une faute au niveau du schéma, au niveau de cette photo plutôt. Elle va donner un progéniteur, c'est pas un précurseur, parce que voici les précurseurs. Elle va donner un progéniteur myéloïde qui va donner toutes les cellules figurées du sang, à part les lymphocytes. D'accord? Et elle va donner un progéniteur lymphoïde qui va donner les lymphocytes T et B. D'accord? Donc, le progéniteur, il va donner des précurseurs. Chaque précurseur va s'entamer dans une cascade de maturation pour finir, au final, obtenir des cellules qui sont plus ou moins matures. D'accord? Donc, vous voyez lymphocytes T, B, eosinophiles, neutrophiles, basophiles, les globules rouges, les thrombocytes, etc. D'accord? Très bien. Sans oublier que les lymphocytes T vont quitter la moelle et ils vont vers le thymus pour continuer leur maturation. Ça, c'est entre parenthèses. Alors là, la leucémie aiguë, on a déjà dit que c'est une prolifération. À chaque fois que vous entendez le mot leucémie, c'est-à-dire c'est une prolifération maligne de cellules à l'intérieur de la moelle osseuse. C'est ça la définition du mot leucémie seul. D'accord? Donc, je préfère que vous prenez une feuille, d'accord, pour que vous compreniez la différence. Leucémie, ça veut dire, le mot lui-même, ça veut dire c'est une prolifération maligne développée à partir de cellules de la moelle osseuse. D'accord? Quand je vous dis aiguë, d'accord, ça veut dire qu'elle prend comme origine des cellules qui sont immatures, c'est-à-dire qui sont jeunes. C'est-à-dire à partir de cette cellule progéniteur ou bien des précurseurs, l'essentiel que c'est une cellule immature. D'accord? On l'appelle leucémie aiguë. Si elle prend comme origine une cellule qui est mature, plus ou moins mature, c'est-à-dire elle prend comme origine ces cellules matures, d'accord? On les appelle leucémie chronique. D'accord? C'est-à-dire que la leucémie aiguë, comme définition, c'est une prolifération maligne développée à partir de cellules immatures jeunes dans la moelle osseuse.
La définition de la leucémie chronique, c'est une prolifération maligne développée à partir de cellules matures au niveau de la moelle osseuse. Et j'espère que c'est clair. D'accord? C'est vraiment facile. Très bien. Alors, comme définition, donc les leucémies aiguës sont des proliférations, comme on a déjà dit, clonales. C'est-à-dire, généralement, il y a plusieurs types de leucémies, on va les voir, et malignes. D'accord? Ils ne sont pas bénignes, ils sont malignes. De cellules hématopoïétiques immatures. J'insiste sur le mot immature, d'accord? C'est-à-dire, elles se développent généralement à partir de blastes. Les cellules immatures qui se trouvent au niveau de la moelle, les précurseurs, etc., ils s'appellent des blastes. Là, provoqués par leur processus de différenciation, bloqués dans leur processus de différenciation, c'est-à-dire comme dans le schéma précédent, il y aura un blocage de prolifération de ces cellules matures. À l'état normal, cette cellule, par exemple, elle va donner cette cellule, elle va donner cette cellule. Donc, il y a un processus de maturation. Dans le cas de la leucémie aiguë, donc dans ce cours, on parle de leucémie aiguë seulement. On va parler de la leucémie chronique dans une autre vidéo. D'accord? Donc, dans le cas normal, il y a un processus quand même de maturation des précurseurs. Dans le cas de la leucémie, il y a un problème de l'ADN généralement. Toujours dans les cas des leucémies, c'est un problème au niveau de l'ADN. D'accord? Des mutations ou autres, qui font que ces mutations ou autres dans l'ADN bloquent la cellule. Disons, prenons par exemple cette cellule. Elle va se bloquer, elle ne va pas se maturer, d'accord? Elle ne va pas donner cette cellule. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura prolifération de cette cellule de façon maligne dans la moelle osseuse et c'est une cellule immature, ce qui définit notre leucémie, d'accord? Aiguë. Envahissant la moelle osseuse, donc ces cellules, vous comprenez bien qu'ils sont par multiplication, c'est une prolifération qui est instoppable, donc elle ne va pas s'arrêter. Donc, elle envahit la moelle osseuse. Quand la moelle osseuse sera étouffée, sera pleine de cellules, elle va dire je vais libérer quelques cellules dans le sang. D'accord? Je suis sous pression, je vais libérer quelques cellules malignes dans le sang périphérique. Et donc, forcément, on va voir ces cellules dans le sang périphérique, d'accord? Les blastes dans le sang périphérique. Et bien sûr, tant que ces cellules sont dans le sang, ils peuvent aller n'importe où, vraiment n'importe où. Mais c'est généralement les organes hématopoïétiques, rate, ganglion, foie, et même les organes non hématopoïétiques seront touchés. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Donc le sang va vers tous les organes. Donc, vraiment, tous les organes vont être touchés. Donc, peau, gencives, système nerveux central. D'accord? Je dis bien le mot envahissent et on ne dit pas métastase. D'accord? Parce que dans le cas des leucémies, on dit ils envahissent. Comme si on dit ils métastasent. D'accord? Ils vont métastaser vers le sang et vers les organes hématopoïétiques et même les organes non hématopoïétiques. Donc, c'est un phénomène d'expansion clonale, d'expansion, c'est-à-dire de prolifération et de division de cellules qui ne s'arrêtent pas, provoquant une insuffisance médulaire quantitative. C'est-à-dire que, prenons par exemple cette cellule qu'on a déjà vue, cette cellule, quand elle va se multiplier, elle va prendre la place de toutes les cellules, d'accord? Toutes les cellules vont être étouffées, d'accord? Malgré cette cellule, disons, elle est normale, cette cellule, elle n'est pas normale, elle va se proliférer. Elle va envahir toute la moelle et donc il n'y aura pas de place pour ces précurseurs qui maturent et deviennent des cellules matures. Donc toute la cascade, non seulement la cascade qui est concernée par la prolifération, mais toute la cascade de maturation de toute la moelle osseuse sera bloquée. Et donc vous voyez bien qu'en cas de leucémie aiguë, les symptômes sont aigus, les signes sont aigus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cellules qui maturent qui se forment. D'accord? Il y aura prolifération, envahissement de toute la moelle, blocage de toutes les lignées, il n'y aura pas de production de cellules matures, donc on n'a pas de ces cellules matures. D'accord? Donc les signes, vous pouvez imaginer si on n'a pas des globules rouges, vous pouvez imaginer si on n'a pas des plaquettes, des hémorragies qui vont se passer, vous pouvez imaginer si on n'a pas des polynucléotrophies, les infections qui vont se passer, etc. etc. D'accord? Très bien. Alors là, c'est une insuffisance médulaire de façon quantitative, d'accord? La moelle ne peut pas fabriquer des cellules. Donc, conséquences cliniques, on définit deux types de leucémie aiguë. En fonction de l'origine du précurseur hématopoïétique atteint, c'est logique. Si elle touche l'un des progéniteurs ou des précurseurs myéloïdes, d'accord, l'un de ces cellules
Ce n'est pas les cellules matures, parce qu'on parle de leucémie aiguë. Donc, on l'appelle leucémie aiguë myéloïde. Si elle touche les précurseurs au contraire lymphoïdes qui vont donner les lymphocytes B et T, donc on l'appelle leucémie aiguë lymphoïde. Tout bête. Voilà. Donc, on distingue deux types de leucémie aiguë lymphoïde, leucémie aiguë myéloïde. LAL, LAM. Un mot sur l'épidémiologie. Donc, la leucémie aiguë myéloïde, il faut savoir qu'elle est plus fréquente chez l'adulte, tandis que la leucémie aiguë lymphoïde, elle est plus fréquente chez l'enfant. D'accord? Donc, pour la leucémie aiguë myéloïde, l'âge médian de survenue est de 65 ans. Donc, vous voyez qu'elle touche beaucoup plus les adultes. L'incidence, peu importe. Et bien sûr, leur incidence augmente avec l'âge. Pour la leucémie aiguë lymphoïde, c'est le cancer le plus fréquent de l'enfant. Vous voyez, il représente 35% des cas. Plus rare chez l'adulte en particulier après 50 ans. D'accord? Très bien. Alors, pour les étiologies des leucémies, que ce soit aiguë, que ce soit lymphoïde, que ce soit myéloïde, d'accord? L'étiologie, bien sûr, elle reste inconnue. Pourquoi il y a ce blocage? Il y a la prolifération qui ne s'arrête pas de cellules malignes. Pourquoi? L'étiologie, elle reste inconnue. Il n'y a pas une étiologie qui est exacte. Mais bien sûr, il existe des facteurs de risque qui vont augmenter. Vous savez qu'est-ce qu'un facteur de risque? Un facteur de risque, c'est un élément qui, lorsqu'il est présent, il augmente la probabilité de l'apparition de la maladie. D'accord? Donc, c'est un facteur de risque. Il existe des facteurs de risque leucémogènes. Donc, ils vont, disons, multiplier ou augmenter, disons, pas forcément multiplier, augmenter la probabilité de survenue de la leucémie, que ce soit myéloïde, que ce soit lymphoïde. Donc, les facteurs de risque génétiques, trisomie 21, vous savez que les personnes atteintes de trisomie 21, ils ont un risque augmenté de développer de leucémie, l'anémie de Fanconi, les facteurs environnementaux, surtout la chimiothérapie, les radiations, etc. etc. Les maladies qui sont pré-leucémiques, tout ce qui est syndrome myéloprolifératif ou syndrome myélodysplasique, ce sont des syndromes qui augmentent le risque de développer un syndrome leucémique free. D'accord? Origine infectieuse, donc EBV, dans la leucémie aiguë lymphoïde de Burkitt, etc., HTLV. Donc, ce sont des facteurs à garder en tête, bien sûr. Rien à expliquer. Donc là, on a déjà dit qu'il y a une capacité de prolifération accrue. D'accord? Donc, c'est une cellule qui est totalement immature, qu'elle va se multiplier de façon anarchique, d'accord? Cette multiplication et cette prolifération ne va pas s'arrêter, d'accord? Parce que c'est une prolifération qui est maligne, anormale. Et bien sûr, en même temps, on a une perte de capacité de différenciation jusqu'à la cellule mature. C'est-à-dire qu'on aura un blocage. C'est-à-dire que cette cellule, par exemple, ne peut pas donner cette cellule. D'accord? Donc, on aura un blocage à un stade très mature et prolifération de cette cellule ou cette cellule. Donc, ce sont des cellules qui sont immatures. D'accord? Ce sont des cellules qui sont immatures, ce qui définit notre leucémie aiguë. Vous comprenez bien par un simple raisonnement, si vous comprenez ce qui se passe, donc on aura accumulation de cellules plastiques. Donc, si une cellule, elle va se proliférer de façon anormale, elle va occuper, disons, ça c'est l'espace de la moelle osseuse, elle va occuper tout l'espace de la moelle osseuse. D'accord? Donc, accumulation de cellules plastiques, des cellules qui sont immatures. À chaque fois que vous entendez les blastes, ce sont des cellules immatures. D'accord? Donc, ils vont envahir la moelle. Qui dit envahissement de la moelle, c'est-à-dire il n'y a pas de cellules matures qui vont se former, donc on aura une insuffisance médulaire, d'accord? Il n'y a pas de globules rouges matures, donc on aura une anémie. Il n'y a pas de peau nucléaire neutrophile, donc on aura une neutropénie. Il n'y a pas des plaquettes, donc on aura une thrombopénie, d'accord? Là, c'est pas juste seulement une neutropénie, donc on aura une leucopénie, toutes les lymphocytes, toutes les globules blancs seront touchés, d'accord? Et bien sûr, ces cellules, comme ils sont des cellules anormaux, des cellules anormales, donc ce sont des cellules tumorales, d'accord? Donc, on aura éclatement de ces cellules, d'accord? N'importe où, dans le tissu, dans le sang, ils vont libérer leurs composants, d'accord? Vous savez que le composant intracellulaire le plus majeur, c'est le potassium. Donc, on aura libération de ce potassium dans le sang et donc on aura tout simplement une hypercalémie. D'accord? Et elle va s'aggraver jusqu'à l'insuffisance rénale. D'accord? Ça, c'est les complications métaboliques.
Ça, c'est pour comprendre les signes cliniques qui vont apparaître, les signes cliniques, biologiques, etc. Bien sûr, on aura envahissement des organes. Tant que ces cellules vont passer vers le sang, ils vont être libres d'aller n'importe où, vraiment n'importe où. Donc, on aura un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome tumoral. Très bien. Alors, pour l'étude clinique, les circonstances de découverte, donc on aura bien sûr altération de l'état général, c'est normal. Un syndrome d'insuffisance sanguine, donc c'est une pancytopénie généralement, donc elle touche les 3 lignées. Les douleurs osseuses, parce qu'elles touchent la moelle osseuse. Le syndrome tumoral, lié à l'envahissement de d'autres organes. Le syndrome d'hyperviscosité, hyperleucocytose, vous allez me dire, on vient de dire que c'est une leucopénie. Pourquoi c'est une hyperleucocytose là? Quand la lignée des lymphocytes B, qu'est-ce que je suis en train de dire, des globules blancs sera touchée, donc on aura des blastes de type globules blancs vont se proliférer, d'accord, vont aller vers la moelle et provoquer un syndrome d'hyperviscosité, d'accord. N'oubliez pas que malgré une insuffisance sanguine, mais toutes les cellules qui prolifèrent au niveau de la moelle, lorsque la moelle sera étouffée, donc toutes ces cellules immatures, ils vont passer vers le sang. À l'état normal, ces cellules immatures ne se trouvent jamais dans le sang. Pourquoi? Parce que la moelle, elle libère toujours des cellules matures. Mais tant qu'il y a blocage et prolifération de cellules immatures, la moelle sera étouffée et donc on aura passage de ces éléments vers le sang. Et bien sûr, un syndrome de l'histone tumorale, on vient de dire par éclatement de cellules. Bien sûr, comme étude clinique, il n'y a rien de spécial. Si vous comprenez qu'est-ce qui se passe, vous allez déduire vous seul les signes cliniques de la leucémie aiguë. D'accord? Là, on parle de façon générale. On n'a pas détaillé la leucémie aiguë seule, lymphoïde seule et la leucémie aiguë myéloïde seule. On parle de façon générale. D'accord? On a les signes d'insuffisance sanguine. Donc, le premier signe biologique, c'est l'anémie. D'accord? Qui dit anémie, donc sur le plan biologique, c'est une anémie, donc diminution des globules rouges. Et sur le plan clinique, on va voir les signes d'anémie. D'accord? Malgré que l'anémie est un signe lui-même, mais ce signe, il a des signes. D'accord? J'espère que c'est clair. Alors là, l'anémie, donc ce sont des signes qui vont nous orienter vers une anémie. Donc l'asthénie, vertige, céphalée, les signes classiques. La pâleur, la dyspnée et la tachycardie, parce qu'ils sont responsables de ils sont responsables du transport de l'oxygène vers les cellules. C'est logique qu'on aura une dyspnée. Le syndrome infectieux lié à la leucopénie, diminution des globules blancs, fièvre isolée ou associée à un point d'appel clinique, d'accord, donc vous voyez la fréquence des infections, gravité des infections en cas de neutropénie, polynucléaire neutrophile, c'est les cellules les plus importantes en cas d'antigènes qui pénètrent dans le corps, et risque bien sûr de septicémie, tout ça c'est un syndrome ou risque infectieux en plus. Donc, les globules blancs et les globules rouges vont être touchés, ils vont être responsables d'anémie sur le plan clinique, dyspnée, céphalée, vertige, pâleur, etc. La diminution des globules blancs sur le plan clinique, c'est la fréquence d'infection. Et la diminution des plaquettes sur le plan clinique, c'est les hémorragies. D'accord? Donc, à caractère spontané, pourquoi? Parce qu'on touche l'hémostase primaire là. D'accord? On touche pas l'hémostase secondaire, c'est les facteurs de coagulation. Là, on a touché directement les plaquettes. Donc, les hémorragies, généralement, ont un caractère qui est spontané, c'est-à-dire sont un facteur qui va déclencher cette hémorragie. Donc, sur le plan cutané, on aura des petits c'est des petits points rougeâtres sous la peau, des hématomes, plus ou moins des hématomes plus ou moins larges. L'hémorragie peut toucher les muqueuses donnant une gingivorragie ou un épistaxis. Et l'hémorragie la plus grave, c'est l'hémorragie qui touche les viscères, bien sûr. D'accord? Donc l'hémorragie peut être n'importe où dans l'organisme. L'existence de vastes hématomes ou de saignements prolongés au point de piqûre doit faire évoquer une coagulation intravasculaire des cibles. Alors j'arrête là. Pour vous compreniez un petit peu, la CIVD c'est quoi? Alors c'est quoi la CIVD? Donc de son nom, vous pouvez déduire c'est quoi? Alors coagulation, c'est-à-dire qu'on a la formation de plein de thrombus, d'accord, des caillots de plaquettes qui sont reliés entre eux par la fibrine. D'accord, on se passe surtout à consulter le cours coagulation et hémostase primaire.
Intravasculaire, c'est-à-dire que ces thrombis vont se former dans les vaisseaux. D'accord? Disséminés, c'est quoi? Ce sont des coagulations qui se trouvent à l'intérieur des vaisseaux de façon vraiment disséminée. Donc, ça peut toucher n'importe quel vaisseau du corps. D'accord? C'est ça la définition du CIVD. Vous comprenez bien, si on a une CIVD, ces thrombus, ils vont les citer quoi? Ils vont citer les plaquettes qui vont être reliées entre eux par de la fibrine. Donc, le premier signe de la CIVD, c'est quoi? C'est la thrombopénie. D'accord? Donc, retenez ça en tête. L'un des signes de la CIVD, c'est biologique. C'est la thrombopénie très importante. D'accord? CIVD, donc, elle va consommer les facteurs de coagulation. Donc elle va stimuler la cascade de coagulation. D'accord? On va stimuler la cascade de coagulation. Et donc, on aura diminution de certains facteurs de coagulation. D'accord? Donc, on aura généralement un TP qui est bas. Un TCK qui est allongé. D'accord? Pour comprendre tout ça, vous devez comprendre la coagulation et l'hémostase primaire que j'ai déjà détaillé. Donc, la CIVD, thrombopénie, TP généralement bas, TCK allongé, quoi d'autre? Le fibrinogène qui est diminué. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin du fibrinogène pour former de la fibrine, d'accord? Pour relier les plaquettes entre eux. Et donc, on aura fibrinogène qui est bas. Et toujours, on aura dégradation de cette fibrine. Et donc, on aura les produits produits de dégradation de fibrine qui seront élevés. D'accord? Tout ça, c'est les signes de CIVD. Vous allez me dire quelle est la relation entre la CIVD et la leucémie aiguë. La leucémie aiguë, tant que ce sont des cellules qui sont immatures, ce sont des cellules qui sont anormaux, il y a certains types de leucémie aiguë, généralement la leucémie aiguë myéloïde 3, parce que même dans la leucémie aiguë myéloïde, il y a différents types. D'accord? C'est la 3 généralement, la leucémie aiguë myéloïde numéro 3, cette cellule, elle va, disons, libérer quelques facteurs, et ces facteurs vont stimuler la coagulation de façon que la coagulation ne va pas s'arrêter. D'accord? Ce n'est pas une coagulation physiologique, c'est une coagulation anormale pathologique. Donc, tout le temps, la coagulation va être sollicitée, et donc on aura toujours consommation des plaquettes et consommation des facteurs de coagulation, c'est la CIVD. D'accord? Très bien, ça c'est entre parenthèses. Maintenant, passons à l'étude clinique. Donc, il y a certains signes qui nous orientent en faveur, disons, de la leucémie aiguë myéloïde que de la leucémie aiguë lymphoïde. Donc, on a déjà dit le syndrome tumoral, c'est l'envahissement de d'autres cellules et de d'autres organes. Donc, on peut avoir l'hypertrophie des organes hématopoïétiques. Là, vous voyez que ce sont des organes, à part le foie, bien sûr, vous voyez que ce sont des organes lymphoïdes secondaires. Et si ce sont des organes lymphoïdes secondaires, généralement, la ligne qui est intéressée par la prolifération, c'est la ligne lymphoïde. D'accord? Donc, si on trouve par exemple des adénopathies splénomégaliques, on sait qu'on est dans la leucémie aiguë lymphoïde, parce que c'est vraiment important de faire la différence entre les deux types de leucémie, parce que le traitement n'est pas le même. Donc, si on trouve par exemple des adénopathies splénomégaliques, etc., ça nous oriente vers une prolifération du côté lymphoïde, donc des cellules matures du côté lymphoïde. Les localisations cutanées, on peut avoir des localisations cutanées, donc on aura des nodules ou des placards enchâssés dans le derme, qui sont indolores. On peut avoir même une localisation neuroménagée, d'accord? Signe d'hypertension crânienne, signe d'atteinte crânienne, etc. D'accord? Très bien. Donc, la localisation neuroménagée sont à rechercher et à prévenir de façon systématique par des fonctions longues. D'accord? Et elles sont plus fréquentes lors des rechutes. Donc, vous trouvez qu'il y a des signes, c'est vraiment, il y a des signes en commun entre la leucémie aiguë myéloïde et leucémie aiguë lymphoïde. Les signes en commun sont la leucopénie, l'anémie et la thrombopénie, et tout ce qui va avec sur le plan clinique. Et les signes, il y a des signes qui sont spécifiques à chaque type de leucémie, que ce soit lymphoïde, que ce soit myéloïde. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a la leucémie myéloïde qui touche, par exemple, dans la leucémie myéloïde, il y a plusieurs types. Il y a qui touchent les progéniteurs qui vont donner les plaquettes, il y a qui touchent les précurseurs qui vont donner, par exemple, les polynucléotrophiles, il y a qui touchent les progéniteurs qui vont donner les globules rouges. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de types de leucémie myéloïde. L'essentiel, que de faire la différence entre leucémie myéloïde et leucémie lymphoïde. Bien sûr, on peut avoir des atteintes des gonades, donc surtout lors des rechutes. D'accord?
L'hypertrophie gingivale, ça peut toucher la gencive, très évocatrice de la leucémie aiguë monoblastique. On peut avoir une atteinte osseuse, peu fréquente. Et les tumeurs localisées rares mais pourront constituer un piège diagnostique. Donc les localisations qui sont secondaires de ces leucémies, on les appelle chlorums. D'accord? Et bien sûr, ils peuvent être de siège variable. Donc, on peut avoir un syndrome aussi, ce sont des aspects cliniques particuliers, on peut avoir un syndrome de leucostase. Je vous ai dit que n'oubliez pas qu'il y a une prolifération anormale de cellules et à un moment donné, ces cellules vont quitter la moelle et arriver vers le sang. Donc, on peut avoir une leucémie aiguë très hyperleucocytaire, donc temps de dédoublement très rapide, sont des cellules de prolifération anormale. Et vous remarquez bien que si cette leucostase, elle va obturer les vaisseaux, donc ça peut obturer n'importe quel vaisseau du corps, si elle va obturer les vaisseaux cérébraux, donc on aura une leucostase cérébrale associée de confusion, agitation, coma, etc. Si on a une leucostase pulmonaire, dyspnée, cyanose, détresse respiratoire, donc les signes cliniques diffèrent en fonction des vaisseaux touchés. On a déjà détaillé ce point, donc généralement, je vous ai dit que les leucémies aiguës myéloïdes de type 3, qu'on appelle promyélocitaires, vont libérer les facteurs de coagulation, donc la coagulation sera toujours stimulée, donc résulte de la libération des protéines de grains cytoplasmiques contenues dans les plasmes. Et bien sûr, si on a cette cellule vidée, je vous ai dit qu'elle va consommer les plaquettes, donc on aura une thrombopénie, et tout ce qui est thrombopénie expose un risque hémorragique majeur, notamment cérébro-méningique. D'accord? Je vous ai dit que les hémorragies qui sont généralement cutanées externes ne sont pas graves, généralement, mais les hémorragies les plus importantes, c'est les hémorragies qui touchent les viscères, notamment le cerveau. Très bien. Sur le plan biologique, vous allez tout seul déduire les signes cliniques, les signes biologiques, disons, qu'on va retrouver à l'hémogramme. Donc, tout ce qui est globules rouges, globules blancs, on peut les retrouver normaux, comme on peut les retrouver de façon élevée, comme le syndrome de leucostase, comme on peut les retrouver diminués. D'accord? Ça, c'est pour les globules blancs. Mais généralement, la neutropénie, elle est constante. C'est-à-dire qu'on a toujours une diminution des polynucléaires neutrophiles. Voilà. Bien sûr, sur le plan hémoglobine, donc on aura une anémie. Vous voyez qu'elle est normocytaire ou macrocytaire, normochrome, arégénérative. C'est le mot qui nous intéresse. Arégénérative, pourquoi? Parce qu'elle est d'origine centrale, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie qui stoppe la moelle de produire des cellules. Donc elle est arégénérative. Donc si on mesure le taux de réticulocytes, on va retrouver inférieur à 120 000. D'accord? Très bien. L'hémoglobine, donc voyez l'anémie, elle est définie selon le taux d'hémoglobine. Donc voici le taux d'hémoglobine, donc il est généralement vraiment bas, inférieur à 7 grammes par décilitre. S'il est inférieur à 7 grammes par décilitre, c'est une indication de la transfusion. D'accord? Donc c'est une anémie qui est très importante. Donc, les plaquettes thrombopénie, donc variables, souvent inférieures à 50 000. Le taux normal de plaquettes, si vous avez bien suivi le cours hématimétrie, j'espère que vous allez répondre bien. Quel est le taux normal de plaquettes? J'espère que vous avez répondu bien. Alors là, le taux de plaquettes normal, c'est entre 150 000 et 450 000. On a déjà parlé de ça. Donc, thrombopénie, vous voyez que c'est une thrombopénie qui est sévère, inférieure à 50 000 éléments par millimètre cube. Je vous ai dit que toute thrombopénie dans le cours hématimétrie doit être confirmée par un frottis sanguin pour voir est-ce que c'est une thrombopénie vraie, réellement il existe thrombopénie, ou c'est une thrombopénie qui est fausse. Là, quand on fait notre frottis sanguin, vous remarquez bien que le frottis sanguin, il va voir ses blastes, parce qu'ils vont quitter la moelle et ils vont rejoindre le sang. Donc finalement, les cellules qui sont immatures, qu'on ne doit pas les trouver dans le sang, ils vont être dans le sang. Donc frottis sanguin, gouttes de sang, étalement et coloration, donc présence de cellules blastiques. D'accord? Présence de cellules blastiques. Mais ce n'est pas le diagnostic de certitude. Hein. Si on ne trouve pas de plastes dans le frottis sanguin, ça n'élimine pas le diagnostic. Vous allez me dire pourquoi il n'élimine pas le diagnostic? Parce qu'il arrive dans certains cas que des patients, ils sont dans les stades, les premiers stades de la pathologie, et donc on aura seulement une prolifération au niveau de la moelle.
la moelle, elle n'a pas encore libéré des cellules dans le sang. C'est-à-dire qu'on a réellement la pathologie, mais on ne trouve pas dans le frottis sanguin les blastes. C'est pour ça qu'on dit toujours que gardez en tête que l'absence de blastes au niveau du sang n'élimine absolument pas, en aucun cas, le diagnostic de la leucémie aiguë. D'accord? On va voir le diagnostic de certitude. Donc, on va voir des cellules qui sont jeunes, qui sont immatures. D'accord? Et vous voyez les cellules immatures, remarquez bien, si vous avez remarqué bien, les cellules immatures sont très grandes par rapport aux cellules matures. Voici. Vous voyez la différence de taille. Donc, les cellules immatures sont toujours basophiles et, disons, de taille plus grande par rapport aux cellules matures. Donc, on aura toujours un rapport noyau sur le plasma, d'accord, qui est élevé. D'accord? Très bien. Donc, chromatine fine, cytoplasme qui est basophile, c'est caractéristique des cellules immatures. Et si on trouve les bâtonnets d'Auer, je ne sais pas s'il y a un schéma ici, oui. Très bien. Je ne sais pas s'il y a un schéma de ces bâtonnets. Voici ces bâtonnets. D'accord? Ça, c'est les bâtonnets d'Auer. C'est caractéristique de la leucémie aiguë myéloïde. D'accord? Très bien. Alors, sur le plan toujours biologique, donc le médulogramme, c'est, vous remarquez bien que c'est le diagnostic de certitude, c'est la clé du diagnostic. Pourquoi? Parce que le médulogramme, c'est une étude cytologique de la moelle, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans la moelle, il va être recueilli par le liquide du médulogramme. D'accord? Donc, le médulogramme, on a déjà détaillé dans l'hématimétrie médulogramme, c'est une fonction de liquide, parce que le liquide comprend des cellules de la moelle, parce que c'est une étude cytologique. Donc, fonction au niveau de l'épine iliaque postéro-supérieure, réalisation de multiples prélèvements, multiples prélèvements parce qu'il y a plusieurs études cytologiques, c'est-à-dire sur le plan cytologique, les cellules, études immunophénotypage, l'immunophénotypage, la cytogénie et biologie moléculaire, tout ce qui est les antigènes qui se trouvent à la surface, pour connaître bien le type de cette leucémie. Est-ce qu'elle est d'origine myéloïde? Est-ce qu'elle est d'origine lymphoïde? Et pour connaître dans si on trouve par exemple une leucémie myéloïde, quel est le type de la leucémie myéloïde exact. D'accord? Et bien sûr, la confirmation du diagnostic au niveau du médulogramme. Donc, on va retrouver, c'est vraiment important de retenir ce chiffre, donc infiltration médulaire par des blastes supérieure à 20%. À l'état normal, même s'il n'y a pas une leucémie, il y a les blastes quand même. D'accord? Il y a les blastes. C'est-à-dire que les blastes elles-mêmes ne sont pas pathologiques si on les retrouve au niveau de la moelle. Mais ce qui est pathologique, c'est qu'au niveau de la leucémie aiguë myéloïde ou lymphoïde, il y a prolifération anormale, excessive. Donc le nombre est plus élevé que la normale. Donc leur nombre va excéder supérieur à 20% pour parler de la leucémie aiguë. J'espère que c'est clair. D'accord? Très bien. Là, c'est les colorations cytochimiques. Donc, il faut absolument les connaître, bien sûr. Ils peuvent vous donner les résultats de ces colorations et ils vont vous demander quel est le type de la leucémie aiguë. Donc, il faut savoir que la coloration au noir soudan, donc en cas de leucémie aiguë myéloïde, il y a plus de blastes qui vont être colorés, donc supérieur à 3%. Si on est dans le cas lymphoïde, inférieur à 3%. D'accord? Pour la réaction au glucide, d'accord, elle est positive en cas de leucémie lymphoïde et elle est négative en cas de leucémie myéloïde. Il faut les apprendre. Rien à comprendre là. Bien sûr, pour l'étude immunologique, là, on les appelle immunophénotypage. C'est les antigènes de surface. C'est vraiment important parce qu'au fur et à mesure que les cellules vont maturer, d'accord, ils vont perdre certains antigènes de surface et ils vont gagner d'autres antigènes de surface. Donc, si on identifie les antigènes qui se trouvent à la surface de la cellule, on va identifier le type de la cellule qui prolifère. D'accord? Donc, distinguer entre leucémie aiguë myéloïde et lymphoïde, et même dans la lymphoïde, distinguer les deux lignées en cause B ou T. Vous voyez que les antigènes qui se trouvent sur les lymphocytes B, disons pas les lymphocytes B, c'est faux, c'est une cellule immature, disons les lymphoblastes, d'accord? Ou les lymphocytes T, d'accord, lymphoblastes T, sont différents, donc on peut les distinguer, d'accord? Et même les antigènes de surface qui constituent les cellules de la lignée myéloïde, d'accord? Donc ça aide pour
faire la part des choses. Un intérêt diagnostique et un intérêt dans le typage du type de la leucémie aiguë. Très bien. On a une autre étude qui est cytogénétique, tout ce qui est l'ADN, donc intérêt pronostic. Donc, si on trouve par exemple comment ils ont fait la Delphi, c'est un exemple. Dans la leucémie aiguë lymphoïde, de très mauvais pronostic nécessitant un recours à un allogramme de la moelle osseuse. Donc, ça aide pour connaître le pronostic de la pathologie et pour la décision thérapeutique. Vous voyez bien les différentes classifications et les différents types de leucémie, donc myeloïde. Même la leucémie myeloïde, elle est divisée en plein de types, 0, 1, 2, 3, 4, selon la ligne de maturation, d'accord, selon la ligne concernée. Là, 0 indifférencié, donc il arrive dans certains cas que cette cellule multipotente, elle se prolifère. Et tant qu'elle est cette cellule, donc on ne sait pas est-ce que c'est généralement myéloïde ou lymphoïde, d'accord, c'est cette cellule. Mais quand même, on appelle leucémie aiguë myéloïde de type 0, c'est-à-dire elle est vraiment indifférenciée. Vous voyez bien, si elle touche par exemple les cellules qui vont former les plaquettes, les cellules immatures qui vont former les plaquettes, c'est LAM7, mégacaryocytaire. Si elle touche les cellules immatures qui vont former les globules rouges, c'est LAM6, érythroleucémie. Donc c'est en fonction du type de cellule intéressée. D'accord? Et même dans la leucémie aiguë lymphoïde, on a 3 types, L1, L2, L3, selon la fonction, selon la taille des cellules et selon le cytoplasme des cellules. Donc on aura plein de critères pour faire la différence et la part des choses. C'est la classification FAB, pour faire la part des choses entre les différents types. Et vous voyez, selon l'immunophénotypage, vous voyez les différentes marqueurs, d'accord? Ils vont être soit positifs, soit négatifs, et en fonction de ces marqueurs, on peut déduire est-ce que c'est une leucémie aiguë myéloïde, lymphoïde, est-ce que c'est une lymphoïde T, lymphoïde T, B, etc. Là, je passe. Il faut connaître juste le principe. Alors, pour le bilan d'extension, d'accord, une fois que le diagnostic est confirmé, on doit faire un bilan d'extension. On ne peut pas faire un bilan d'extension avant de confirmer le diagnostic. Là, on a confirmé le diagnostic, on sait est-ce que c'est une leucémie aiguë lymphoïde, est-ce que c'est une leucémie aiguë myéloïde. Là, on doit faire un bilan d'extension pour rechercher des localisations secondaires. Une radiographie pulmonaire systémique, systématique désolé, pour rechercher un foyer infectieux, une cardiomégalie, poumon de leucostase. On doit faire une ponction lombaire pour rechercher une localisation méningée, échographie abdominopelvienne pour un syndrome tumoral profond, etc. Après avoir fait un bilan d'extension, on doit faire un bilan de complications de la pathologie. D'accord, on doit faire un bilan d'hémostase à la recherche de la CIVD. D'accord, je vous ai dit que dans la CIVD, TQ ou TP, il est bas, fibrinogène bas, PDF, donc produit de dégradation de la fibrine, PDF, et complexo-lubus sont augmentés, parce qu'on a toujours cette coagulation et cette dégradation de la fibrine qui est de façon anormale, fondée à la recherche d'hémorragie rétinienne, bilan biochimique, syndrome de lisse tumorale, et le syndrome de lisse tumorale, c'est en relation avec l'éclatement des cellules dans les vaisseaux. Ils vont libérer vraiment leurs produits, hyperuricémie, hyperkaliémie, hypocalcémie, hyperphosphatémie, d'accord? Et tout ça peut entraîner une insuffisance rénale. Un mot sur les facteurs pronostiques, il faut absolument les connaître. C'est vraiment important de connaître les facteurs qui indiquent qu'il y a un mauvais pronostic de la pathologie. Ben, si on a une hyperleucocytose inférieure à 50 000 éléments par millimètre cube, on a déjà dit que le taux normal, une fois que vous comprenez les taux normaux, d'accord, vous allez comprendre est-ce que c'est vraiment grave ou non. Le taux normal des globules blancs, des leucocytes, c'est entre 4 000 et 10 000. Et remarquez bien, s'il est supérieur à 50 000, c'est grave, d'accord? Ça peut causer un syndrome de leucostase. Si l'âge est supérieur à 500 ans, c'est un facteur de mauvais pronostic. Si on a les types cytologiques suivants, LAM0, type indifférencié, 6 érythrocytaire et 7 mégacaryocytaire, ou bien biphénotypique. C'est quoi la leucémie aiguë biphénotypique? Quand on fait l'immunophénotypage, on n'arrive pas même à différencier est-ce que c'est une leucémie aiguë myéloïde ou leucémie aiguë lymphoïde, parce qu'elle regroupe les deux caractéristiques, les caractéristiques de la myéloïde et les caractéristiques de lymphoïde. Donc elle n'est pas classable. On dit que qu'elle est B, c'est-à-dire 2. Lymphoïde et myéloïde en même temps, biphénotypique, et c'est de mauvais pronostics.
s'il y a des anomalies chromosomiques, et bien sûr, réponse initiale au traitement s'il y a une résistance au traitement primaire, c'est un facteur de mauvais pronostic. D'accord? Très bien. Maintenant, avant de faire la thérapie, le traitement qui généralement, c'est de la chimiothérapie, on n'a rien à faire. Dans ce cas, c'est la chimiothérapie qui prend le relais comme traitement. Dans certains cas, quand le sujet est jeune, quand le pronostic est vraiment mauvais, on indique une greffe de la moelle. Un bilan pré-thérapeutique à faire, c'est le groupe sanguin phénotypé, bilan métabolique, ECG, échographie cardiaque, tout ça à la recherche de la compatibilité du sujet à faire de la chimiothérapie. Bien sûr, pour le traitement, c'est une urgence thérapeutique. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas des cellules matures, qu'il n'y a pas de globules blancs, qu'il n'y a pas de globules rouges qui se forment, qu'il n'y a pas de plaquettes. C'est une urgence thérapeutique. C'est pour ça qu'elle est appelée aiguë. Donc, si on retrouve à l'hémogramme une pancytopénie, d'accord, on fait un frottis sanguin pour confirmer la thrombopénie et vous allez déduire, si vous avez regardé la vidéo précédente sur l'hématométrie, que la pancytopénie, c'est-à-dire la diminution de au moins les 3 lignées, d'accord, c'est une indication au médulogramme. On fait le médulogramme, d'accord, on trouve le taux de blast supérieur à 20%, c'est la confirmation du diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est une urgence thérapeutique, donc on ne doit pas faire des injections intramusculaires, le risque hémorragique, d'accord? Corticoïdes INS ni d'aspirine, c'est un risque d'hémorragie, d'accord? On doit faire une hydratation pour lutter contre l'insuffisance rénale qui est au début fonctionnelle. On doit transfuser du sang, c'est un traitement symptomatique pour l'anémie, et l'antibiothérapie pour traitement symptomatique des infections. Et bien sûr, orienté dans un service spécialisé dans le cas où le diagnostic est fait par un médecin généraliste. Là, vous comprenez bien que c'est un traitement symptomatique. L'orientation vers un service spécialisé pour faire un traitement spécifique. Alors, le but du traitement, c'est de préserver le pronostic immédiat. D'accord? Donc, c'est pour préserver le pronostic, c'est pour préserver la vie de l'individu. Obtention de rémission complète, c'est-à-dire que l'hémogramme devient normal et les blastes au niveau médulaire passent de supérieur à 20% jusqu'à inférieur à 5%. D'accord? Et disparition du syndrome tumoral. C'est ça la définition et les critères de la rémission. Et si on a au-delà de la rémission, c'est la guérison, donc greffe de la moelle osseuse pour une guérison. Vous comprenez bien les bases du traitement symptomatique, c'est les transfusions en cas d'anémie, généralement inférieure à 7 grammes par décilitre, un syndrome hémorragique, donc on peut donner les plaquettes, d'accord, ou les corticoïdes à dose hémostatique. En cas de syndrome infectieux, donc on peut rechercher un foyer infectieux, on peut mettre même une antibiothérapie à large spectre, c'est au cas par cas. Et en cas de complications métaboliques, c'est pour lutter contre l'insuffisance rénale. Donc, on doit faire une hyperhydratation. Pour que tous ces produits qui sont libérés par les cellules, tout ce qui est hyperuricémie, etc., comme si on dilue le sang. D'accord? Très bien. Pour le traitement symptomatique, on a le traitement d'induction, c'est-à-dire le traitement d'attaque. C'est pour vraiment diminuer le nombre de cellules qui prolifèrent. Donc, réduire la masse tumorale et restaurer une hématopoïèse. D'accord? Très bien. On a la deuxième phase qui est le traitement de consolidation. C'est pour réduire la maladie résiduelle qui reste. Et obtention d'une rémission complète. C'est par le traitement d'entretien. La rémission complète, elle est définie par un examen clinique normal, elle est définie par un hémogramme normal et elle est définie aussi par un taux de blast inférieur à 5% au niveau du médulogramme. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez bien le traitement des leucémies aiguës myéloïdes. Il y a plein de protocoles. Je vais pas montrer dans les détails. Il y a plein de protocoles de chimiothérapie dans la leucémie aiguë myéloïde et un cas particulier à retenir. Donc, il y a une molécule, donc l'acide transrétinoïque, qui est capable de différencier les blastes en polynucléaires neutrophiles. Et là, le problème est réglé vraiment. Donc, c'est un traitement qui donne généralement de bons résultats. Pour la leucémie aiguë lymphoïde, il y a un autre protocole
de chimiothérapie à part. Donc, vous voyez l'importance de distinguer entre leucémie aiguë lymphoïde et myéloïde parce que le traitement n'est pas le même. Pour la leucémie aiguë myéloïde, donc la rémission complète, elle est de 70%. Pour la lymphoïde, elle est de 80%. D'accord? Très bien. Et bien sûr, en cas de greffe de la moelle osseuse, donc on obtient une guérison. La greffe de la moelle osseuse, elle est indiquée si on a une première rechute, si leucémie aiguë myéloïde. Donc, malgré une chimiothérapie, c'est pas efficace. On a toujours des rechutes, toujours apparition des places au niveau du médulogramme, toujours on a les signes biologiques, toujours on a les signes cliniques. Donc, la chimiothérapie, elle est inefficace, disons. Et à partir de la deuxième rechute, RC, c'est rechute. Si leucémie aiguë lymphoïde. Alors, c'est la fin de notre cours. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Partagez le lien du cours entre étudiants et abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine.